Le privilège du metteur en scène sur le théâtre, son grand avantage, je veux dire, c'est qu'il peut isoler le centre d'intérêt et lui faire remplir tout l'écran. Tandis qu'au théâtre, quand on fait une soirée mondaine, par exemple, c'est la chose la plus ridicule du monde, n'est-ce pas? Il y a une douzaine de figurants qui se promènent, qui font semblant de parler, pendant qu'il y a une scène qui se déroule au trou du souffleur entre le jeune premier et la jeune première. C'est ridicule. Ce qui est merveilleux au cinéma, c'est que tout à coup, on fait voir la soirée mondaine et tout à coup, on isole ceux qui parlent et les autres, on ne les voit plus. On les entend, on sent qu'ils sont là, mais ils ne vous gênent pas. Par exemple, nous, nos grands-parents se faisaient des gros plans au théâtre, avec les lorgnettes. Ils avaient des lorgnettes. Et qu'ils braquaient toujours sur le centre d'intérêt, sur ce qui les intéressait. Et puis, il faut savoir à quel instant le grand-père tirait sa lorgnette et ce qu'il regardait lorsqu'on fait la mise en scène d'un film. Marius, l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Ceux qui ont les femmes, c'est pas ceux qui les méritent. Enfant, voyez-vous, le chagrin, c'est comme le ver solitaire. Hein. Le tout, c'est de le faire en sortir. Un mauvais coup est vite attrapé, mais une bonne action est bien vite faite. Celui-là, il passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Quand on fera danser les couillons, on ne te sera pas à l'orchestre. Bonjour, monsieur Braque. Marcel Pagnol a vécu au XXe siècle, il aurait pu tout aussi bien vivre au XVIIIe ou dans l'Antiquité, ça n'aurait pas enlevé une miette de son génie. Et quand j'ai lu La gloire de mon père, le château de Noailles, je me suis dit, ça c'est tout à fait autre chose. Ça, ce sont ces livres qui n'ont plus d'âge, dès le début, qu'on lira dans 200 ans ou dans 300 ans comme aussi beaux que maintenant, qui ont l'air tellement simples qu'on se dit tout le monde pourra en faire autant, et puis quand on se voit une page, puis une autre page, on se dit c'est étonnant l'effet que ça produit, donc personne ne peut en faire si facilement que ça en faire autant. Et je me suis dit, en fait, un grand écrivain, c'est ça. C'est-à-dire qu'on le prenait pour un auteur de boulevard, on le prenait pour un auteur régionaliste, alors que c'était un grand homme, un grand écrivain, un grand dramaturge. À lui seul, Pagnol est un être qui sait merveilleusement orchestrer les êtres et les choses. C'est qu'il appartient par toutes ses racines à la terre. De la nature, il revêt ses aspects divers et prolifiques. Homme de théâtre, visionnaire de l'image animée, metteur en scène, patron de studio, poète, philosophe, dramaturge, voire pamphlétaire, Pagnol conjugue en lui tous les genres et tous les talents. Parce qu'être vrai en toute chose fait partie des racines de son être. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue, plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Uvonne. Le premier livre, qui est La gloire de mon père, il le désigne bien, hein, c'est la découverte de l'homme, c'est la découverte d'une autorité claire, simple, précise, c'est la découverte d'un hussard noir de la République qui était son père, Dixit Peggy, c'est la découverte d'un copain, d'un ami, qui va lui montrer et lui apprendre ce que c'est que dehors, la nature. Il y a aussi dans cette initiation une chose que Marcel va conserver toute sa vie, c'est le sens de la famille. Cette maison où ils allaient, où ils se retrouvaient avec l'oncle Jules et la tante et les enfants, etc. Et aussi dans l'initiation, je crois, l'effort de partir d'un lieu qui était Marseille, de prendre le tramway, de marcher 7 ou 8 kilomètres. Et ce parcours, là aussi, était un parcours initiatique qui va devenir, alors dans le château de ma mère, un parcours initiatique bien plus important, puisqu'il va y avoir la peur, l'épreuve, on va lui apprendre à tricher, on va lui apprendre à rencontrer d'autres personnes, il va voir sa mère dans des situations très difficiles, qui va avoir peur, qui va craindre, et puis surtout il y a l'initiation des femmes. Hein? Bon, hommes au début, et puis l'amour après. Pagnol fait comme on dit ses classes. Mais pour lui, ses classes, c'est déjà et avant tout l'école de la vie. Les jeux et les intrigues des enfants et des adolescents
deviendront pour lui les caricatures de la vie adulte. Conquérir la capitale à 27 ans. C'est le pari d'un petit provincial qui, dans une chambre de 20 mètres carrés, écrit Marius et Topaz. 2 chefs-d'œuvre qui vont lui donner la fortune et la gloire. Le sort malicieux voulut que, à 4 mètres de lui, dans une chambre juste au-dessus, un autre jeune homme, André Malraux, écrive Les Conquérants au même moment. Tous deux deviendront célèbres sans se rencontrer jamais, mais tous deux décrivirent, chacun à leur manière, la condition humaine. Un soir de printemps, je dînais dans un petit restaurant de la rue Blanche lorsque Pierre Blanchard entra et vint s'asseoir à ma table. J'arrive de Londres où j'ai vu quelque chose d'admirable et d'extraordinaire. Un film parlant. Tu as vu un film tout entier? Oui, un film d'1h30. Les comédiens parlent comme toi et moi. L'illusion est parfaite. C'est hallucinant. Il faut que tu ailles voir ça. Le titre, c'est Broadway Melody et le film passe au Palladium à Londres. Le lendemain, à 2h, j'étais installé au premier rang du balcon d'un immense théâtre et j'écoutais parler l'image de Mademoiselle Bessie Love. Well, it seems like we're taking an awful chance. We were getting along so well out west. Plenty of work, small jumps, a chance to save money, and the act always went over big. But here, nobody knows us. Il s'est trouvé qu'à 30 ans, quand il avait 30-35 ans, est apparu le phénomène du cinéma parlant et qu'il a sauté avec un instinct absolument infaillible sur cette découverte, sans avoir peur, comme tous les autres écrivains ou dramaturges, qui se disaient qu'est-ce que c'est que ce genre vulgaire, c'est un amusement pour le peuple, ce n'est pas quelque chose qui restera, ce qui est beau c'est le texte, il ne faut pas aller gâcher son talent là-dedans, laissons faire ça aux gens qui font des romans feuilletons, si on peut dire. Et lui, au contraire, a vu que ce que ça pouvait être, et avec une grande audace, a été le premier à réaliser des vrais films de qualité. Vraisemblablement, il a cassé le fait on tournait beaucoup en studio à l'époque, et lui, il a vraiment, effectivement, il a porté le décor naturel. Il a été le premier à passer du décor presque en carton-pâte de ce grand cinéaste qui était René Clair, à la nature elle-même, la vie elle-même, les maisons, les jardins, les rues, les routes, les arbres, les ciels, tout cela. Il a voulu construire ce neuf, d'où, je pense, cette réflexion, encore une fois, de Rossellini, le néoréalisme, c'est toi. De profondità ma viete domine domine qui si sanctifice tout le monde tout moi je vais réunir piato là. Il y a longtemps qu'il est mort. Je comprends, il sent déjà. Qu'est-ce qu'il sent déjà? C'est toi qui sens mauvais, cochon. Oh, je suis Marie-Joseph. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là? Mais j'en sais rien. Geoffroy, qu'est-ce que tu fais là? Je vais me faire écraser par les automobiles. Mais elles ne t'écraseront pas les automobiles, elles te verront de loin. Et bien quand je les entendrai venir, je me ferai tellement plat, tellement mince, qu'elles ne me verront pas. C'est stupide, Geoffroy, ce que tu veux faire. Toi, Fonce, ne discute pas mes plans. Tu en as le droit moins que personne. Bon, ça va, je discute pas. Seulement, je vais me mettre au bord de la route, moi, là-bas. Je vais les arrêter, les automobiles. Et je dirais avancez doucement. Parce que sur la route, là-bas, il y a un vieux qui est méchant comme une gale et qui va se faire écraser pour me faire des misères. Maintenant, tu pourras rester là jusqu'à demain, si tu veux. Geoffroy, laissez-le, ne vous occupez plus de ce vieux comédien. Geoffroy, mon pauvre Geoffroy, je vois que tu veux commettre le plus grand des péchés. Le diable a pris tout ton bon sens. Je vois maintenant que tu n'as plus peur d'aller en enfer. Mais je vois aussi que tu as peur de t'enrhumer, Geoffroy. Ça c'est vrai. J'ai peur de m'enrhumer. Et en ce moment-ci, sur cette route froide, tu vas t'enrhumer. Vous croyez, monsieur le curé? Peut-être. Vous avez raison, monsieur le curé. Je vous remercie, monsieur le curé. Je me suiciderai une autre fois. En quelque sorte, c'est presque un précurseur du théâtre national populaire, on pourrait dire du cinéma national populaire. Pagnol, c'était ça.
Les gens disent que Pagnol était un réaliste. C'est pas vrai du tout, parce que justement, il transformait la réalité, elle est transposée complètement, elle est... les moments, chez Pagnol, il y a des moments plus vrais que la vie, et moi c'est ça que j'aime au cinéma, c'est toujours plus vrai. Et les gens, c'est ces moments-là, ce sont ces moments plus vrais que la vie que les gens aiment chez Pagnol. Comme tous les grands écrivains, les grands cinéastes, les grands auteurs dramatiques, il a une vision du monde. N'est-ce pas? C'est un créateur, c'est-à-dire quelqu'un qui crée un monde, qui ne se contente pas de reproduire ce qu'il a vu. Il crée quelque chose, et c'est ce qui explique que entre ces différents personnages, si variés qu'ils soient, il y a finalement une parenté, parce que ce sont les mêmes passions qui reviennent. J'ajoute que les producteurs d'aujourd'hui, instruits par l'expérience, n'ont plus un respect superstitieux pour la technique. Ils ont admis que le film parlant pouvait parler, à condition toutefois qu'il y ait quelque chose à dire. Ils ont constaté qu'un chef-d'œuvre de l'art dramatique, une fois installé sur l'écran, n'en redescendait que pour changer d'interprète. Ils savent aussi que le succès du film est proportionné à la fidélité de l'adaptation et qu'il vaut mieux choisir l'adaptateur parmi des personnes familiarisées avec la langue française et même avec l'art dramatique. Il parlait aussi des choses annexes. Par exemple, il parlait du théorème de Fermat énormément, comme si le théorème de Fermat était la chose qui lui aurait assuré l'immortalité. Est-ce que c'était parce qu'il s'intéressait à la physique, il s'intéressait aux découvertes récentes, il s'intéressait à ce qui était scientifique, et il s'intéressait comme un poète? Quand on demandait à Marcel ce qu'il voulait faire dans la vie, il disait « je serai millionnaire ». Comme si c'était un métier. Or, il avait raison, c'était un métier à l'époque, car les gens qui étaient millionnaires étaient des inventeurs. La première invention de l'homme, celle qui est à la base de la civilisation, c'est certainement le langage. En 1829, Niepce et Daguerre inventèrent la photo, c'est-à-dire la machine à copier les images réelles en une fraction de seconde. Puis, en 1895, ce fut le miracle. Les frères Lumière inventèrent le cinéma, c'est-à-dire qu'aux images immobiles qui étaient le seul moyen d'expression de cette écriture, ils ajoutèrent le mouvement dans une suite d'images. Mais Marcel disait « Je suis né le jour où on a tourné le premier film ». Moi, j'ai été amené au cinéma par la Paramount. C'est Korda qui est venu d'Hollywood pour tourner Marius. D'ailleurs, Rému était furieux. Il disait, ils ont fait venir un tartare d'Olivoy pour nous apprendre à parler marseillais. Parce qu'ils pensaient que nous pouvions faire le film tout seul. Mais justement, moi, je ne savais rien du cinéma. C'est Korda qui m'a tout appris. Puis, lorsque j'ai vu que ce n'était pas tellement difficile de faire un film parlant, alors j'ai essayé de fonder des studios à Marseille. J'ai commencé par acheter une caméra, puis des appareils de son, puis des studios. Ensuite, on m'a dit, mais si vous aviez un laboratoire à côté des studios, ça serait beaucoup plus commode, et puis ça vous coûterait beaucoup moins cher. Alors, j'ai fait des laboratoires. Ensuite, on m'a dit, mais pourquoi vous faites distribuer vos films par des distributeurs? C'est eux qui gagnent tout l'argent, ce n'est pas vous, il faut faire des agences. Alors, j'ai fait des agences de distribution. Lorsque je suis venu à Paris, j'ai eu affaire à des hommes d'affaires. Il m'a semblé que ces gens, qui avaient des situations très importantes, n'étaient pas plus intelligents que les petits instituteurs d'autrefois, et que ces petits instituteurs, s'ils avaient bien voulu renoncer un peu à leur sincérité et à leur honnêteté, auraient pu aussi faire de très grandes affaires. Je regarde vous dire depuis 4 ans, 3 quarts. Nous sommes ici depuis 2 heures. Une seconde, vous permettez? Eh bien, je suis charmé de vous voir. De quoi s'agit-il? Mais du règlement de compte pour le dernier mois? Oui, venons-en aux chiffres. Je vous dirai ensuite ma façon de penser. Je serais charmé de la connaître. Je vous dois pour le mois de juillet une somme de 84 042 francs. C'est exact? Ces chiffres concordent avec les miens. L'affaire du Maroc est-elle comprise? Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire du Maroc? Personnelle. Comment? C'est-à-dire qu'elle ne vous regarde pas. Comment? Laissez-moi parler, je vous prie. Asseyez-vous. Une cigarette? Je vais vous soumettre un petit calcul.
Cette agence vous a rapporté en 4 mois 800 000 francs de bénéfices nets. Dans le bureau, vous avez coûté 20 000 francs pour le bail et 50 000 francs pour l'ameublement. En tout, 70 000. Comparez à l'instant ces deux chiffres, 800 000 et 70 000. Je ne vois pas l'intérêt de cette comparaison. Cette comparaison prouve que vous avez fait une excellente affaire, même si elle s'arrêtait aujourd'hui. Pourquoi s'arrêterait-elle? Parce que j'ai l'intention de garder ce bureau pour travailler à mon compte. Topaz, présenté pour la première fois le 9 octobre 1928 au Théâtre des Variétés à Paris, sera un triomphe et son auteur devient d'un coup riche et célèbre. Joué 5000 fois et interprété à l'écran par Fernandel et Jouvet, Topaz reste un classique hors du temps car le scandale des hommes de pouvoir véreux n'a pas d'âge. Mais l'humour grinçant de Pagnol montre que si l'argent n'a pas d'odeur, il sait jouer des tours. Maintenant, je comprends qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils et qui ne s'en servent jamais. En général, les costumes pour obéir, c'est pas des costumes pour travailler. Je me méfie des ingénieurs. Ce sont des gens qui piochent tout le temps, mais qui ne plantent jamais rien. C'était pas un joyeux de rire, Marcel, absolument pas. Il avait des moments, mais évidemment, il n'avait pas la sinistrose, mais ce n'était pas quelqu'un de joyeux. Pas du tout, il était très pondéré. Oui, il n'avait rien à voir avec le méridional tel qu'on se l'imagine, puisque c'est une erreur toujours qu'on colle des étiquettes sur les gens, sur leurs origines. Non, c'était un homme que j'ai toujours vu calme. Ah, Marcel était un être gai, d'un naturel très gai. Il se réveillait le matin, c'était la joie de vivre. D'ailleurs, quand il était enfant, sa mère disait, lorsque Marcel arrive, c'est le soleil qui arrive. Et c'était vrai, avec évidemment des instants de mélancolie, comme toujours, parce que tout être intelligent n'est pas forcément très, très optimiste tout le temps. Quand on pense à Pagnol, dans les rapports personnels, dans la convivialité, c'est toujours une expression de joie, une expression de gaieté. Il était jovial, c'est-à-dire jupitérien. Moi, je suis né un jeudi, sous l'influence de la planète Jupiter. Tous les espoirs me sont permis. Et ceux qui me seraient interdits, je me les permettrai. Donc laisse-moi faire et ne parle plus. Franchement. Quoi, franchement, quoi? Réponds. Tu es bon, mais maléfique. Tais-toi, saturien. C'est un jupitérien qui te parle. Il définissait le rire, à la manière de Bergson. Il faut lire le livre pour comprendre ce que Marcel pensait du rire. Ça a été édité d'ailleurs, Notes sur le rire. C'était un essai philosophique, avec des choses drôles, bien entendu, comme lui seul savait les écrire. Il alternait les choses extrêmement sérieuses et profondes et la drôlerie. 11h20, la scène d'amour. Ils sont en train de se foutre de moi. Mais il y a plusieurs façons de rire. Ceux qui font rire sur la scène ou sur l'écran ne s'abaissent pas, bien au contraire. Faire rire ceux qui rentrent des champs avec leurs mains si dures qu'ils ne peuvent pas les fermer. Ceux qui sortent du bureau avec leur petite poitrine étroite qui ne savent plus le goût de l'air. Ceux qui reviennent de l'usine, la tête basse, les ongles cassés, avec de l'huile noire dans les coupures de leurs doigts. Et faire rire ceux qui mourront, ceux qui ont perdu la mer ou qui la perdront. Et qui c'est cela? Tous, ceux qui n'ont pas encore perdu la mer la perdront un jour. Celui qui leur fait oublier un instant les petites misères, la fatigue, l'inquiétude et la mort. Celui qui fait rire des êtres qui auraient tant de raisons de pleurer. Mais celui-là leur donne la force de vivre, et on l'aime comme un bienfaiteur. Même si pour faire rire, il s'habilie devant leurs yeux? Mais s'il faut qu'il s'habilie, c'est s'il y consent. Le mérite est encore plus grand, puisqu'il sacrifie son orgueil pour alléger nos souffrances. Mais on devrait dire Saint Molière. On pourrait dire Saint Charlot. Mais le rire, c'est une espèce de convulsion absurde et vulgaire. Oh non, ne dites pas du mal de rire. Il n'existe pas dans la nature. Les bêtes ne rient pas. Les arbres ne rient pas. Les montagnes n'ont jamais ri. Les hommes seuls. Les hommes et les tout petits enfants, ceux qui ne savent pas encore parler.
Le rire est une chose humaine. Il n'appartient qu'aux hommes. Et c'est une chose que Dieu leur a peut-être donnée pour les consoler d'être intelligents. C'est ça aussi chez Marcel. Il y a les larmes d'une émotion rieuse. Hein? Ah oui. Ça, c'est très rare. Très, 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 très rare. C'est pas larmoyant, c'est juste comme ça. Par exemple, les lettres dans Marius, quand il fait lire les lettres par Fanny, il y a le contrepoint tout d'un coup, tout de suite. Ce que tu me dis au sujet de tes savants est très intéressant. Mais, quand tu mesureras le fond de la mer, ne te penche pas trop, car tu pourrais tomber par-dessus bord. Et là où ça sera par trop profond, laisse un peu mesurer les autres. Il faut rendre un hommage à Pagnol spécial et à Jules Rému, mon camarade, qui ont fait énormément pour les Marseillais particulièrement et toute la Provence. Et pour une bonne raison, c'est qu'avant Pagnol et Rému, on disait à Lille ou à Paris, outre, bouffre, Trundeler, bagasse, c'est Marseille. Et après, Pagnol et Rému, qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, on a appris que l'accent marseillais faisait tout bêtement pleurer, c'est tout. Ou sortir le mouchoir de la poche. Je ne savais pas que j'aimais Marseille. Le vieux port me paraissait sale, et il l'était. Quant au pittoresque des vieux quartiers, il ne m'avait guère touché jusque-là. Mais l'absence, souvent, nous révèle nos amours. Alors je retrouvais l'odeur des profonds magasins où l'on voit dans l'ombre des roues de cordage, des voiles pliées sur des étagères et de grosses lanternes de cuivre suspendues au plafond. Je revis les petits bars ombreux le long des quais et les fraîches marseillaises aux éventaires de coquillages. Alors, avec beaucoup d'amitié, je commençai à écrire l'histoire de Marius.